Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons de douleur. Mon nom est Simon Lafrance, je suis stagiaire postdoctoral à l'Université Laval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de physiothérapie et plus précisément sur le nombre de séances attendues lorsque nous consultons pour une douleur musculo-squelettique. Pour cela, j'ai invité Marjorie Gingras, physiothérapeute en groupe de médecine familiale, communément appelé les GMF, pour nous en parler. Ayant travaillé sur différents projets de recherche sur le sujet lors de mon doctorat, je serai en mesure de vous parler des données probantes sur le sujet, alors que Marjorie sera en mesure de nous partager son expérience en tant que physiothérapeute clinicienne. Bonjour Marjorie. Bonjour Simon. Ouais. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Peux-tu juste te présenter pour nos auditeurs aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait réellement plaisir aujourd'hui d'échanger avec toi sur des sujets qui nous passionnent tous les deux, je crois. Donc, je suis physiothérapeute depuis 1999. Fait que déjà 25 ans, physiothérapeute passionnée, ayant travaillé avec des patientèles extrêmement variées. Mais actuellement, depuis 3 ans, en groupe de médecine de famille, première ligne. Et ça, c'est venu suite à ma graduation du cours de 3e cycle en physiothérapie avancée. Ça serait plus bref de te parler de ce que je n'ai pas fait. Mais évidemment, j'ai vu beaucoup une clientèle orthopédique, musculo-squelettique, une clientèle âgée, CHSLD, des gens avec des complications de chirurgie générale parce que j'ai travaillé en hôpital pendant 20 ans. Beaucoup avec les gens fracturés, les gens opérés, mais là, je suis très heureuse de me retrouver en première ligne, donc en amont des parcours de soins, en tout cas, du moins, on le souhaite. Ah, c'est excellent, ça. Puis, tu sais, justement, aujourd'hui, on veut parler du nombre de séances qu'on doit s'attendre comme patient quand on consulte en physiothérapie. Lors de mon doctorat, c'est un sujet qu'on a exploré en réalisant des études sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que chez des patients qui avaient de la douleur chronique au dos ou au cou, il ne semblait pas avoir de bénéfices ajoutés quand on avait davantage de séances de suivi, comparé à une seule séance où on avait de l'enseignement, de la rassurance, également des recommandations d'exercices pour les patients. Bien sûr, ça, il s'agit de moyennes, donc il y a certains patients qui peuvent avoir bien répondu, avoir eu besoin, dans le fond, des séances de plus. Mais j'aimerais savoir ton avis un petit peu, toi, comme clinicienne, ça ressemble à quoi dans ta pratique? Combien de séances que tu offres à tes patients lors des suivis? Bien, en fait, comme on est un peu sur le sujet de la douleur chronique, que je préfère dire douleur persistante, évidemment, dans mon vécu, tu sais, tantôt, je parlais être en amont des soins. Par contre, je ne suis pas toujours en amont de l'histoire. Fait que des fois, je rencontre, oui, des patients qui ont des douleurs depuis peu de temps, aiguës, puis là, je suis contente d'être en amont pour, on l'espère, impacter le corridor de soins et services, puis bien accompagner le patient dans ça. On parlera du nombre de séances. Ensuite, l'autre aspect, des fois, j'arrive loin dans l'histoire et j'écoute l'histoire des patients. Puis là, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Il y a différentes raisons pour lesquelles moi, en groupe de médecine de famille, en moyenne, je vois les gens une seule fois. Souvent, c'est ce qui est requis parce que le médecin veut mon avis comme consultante, donc il veut un avis diagnostique en physiothérapie, puis parfois pronostic en physiothérapie, mais aussi parce que je suis toute seule pour un bassin de 30 000 patients qui sont inscrits, plus un autre 30 000 patients associés qu'on appelle peut-être communément le GAP, qui est connu là, dans le grand public. Tous ceux qui ont des services, je vais dire sans frais, là, mais c'est jamais vraiment sans frais, mais qui ont accès à la physio, soit par choix, parce qu'ils ont des moyens financiers ou des assurances. S'ils le veulent bien, ils vont consulter au privé. Les patients accidentés du travail, de la route ou les victimes d'actes criminels ont accès, mais moi, je vois les autres. Fait que dans mon désir de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à mon expertise, je choisis, puis je pense que l'équipe est contente de ça, de voir les gens en moyenne une fois, parfois 2. Donc, la majorité, c'est une rencontre. Parfois, c'est 2. Parfois, c'est plus. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je demeure le filet de sécurité. C'est-à-dire que je peux avoir vu quelqu'un une fois, lui donner des conseils, des enseignements, puis 18 mois plus tard, il y a une récidive de douleur et le patient a accès à moi directement pour, souvent, c'est juste une rencontre pour faire le point, revoir le tout, les rassurer.
Puis justement, si on fait la comparaison, Marjorie, avec des accidentés du travail, des victimes d'actes criminels, accidentés de la route, ou encore même des gens qui vont consulter au privé, souvent ils vont recevoir plusieurs séances de physiothérapie pour un problème. Est-ce que tu as l'impression que la prise en charge actuelle de une ou deux séances est optimale? Est-ce qu'elle est suffisante? La première étape, c'est d'écouter le vécu du patient. Il y a des patients qui sont très contents d'avoir été accompagnés étroitement par un grand nombre de séances. Puis c'est pas à moi de juger si c'était la bonne ou la mauvaise approche. C'est pas mon rôle de clinicienne. Moi, je les écoute avec empathie. J'écoute leur histoire. Par contre, il y a un autre volet aussi où des personnes ont eu un grand volume de séances, physio, ergo ou autres, et puis en sont épuisés. Ont eu l'impression que ça leur demandait beaucoup. Parfois, ils ont eu l'impression que ça leur donnait peu de bénéfices. C'est pas la faute de personne. Là, je vous raconte les histoires que j'entends parfois. Fait qu'il y a des gens qui aiment ça être accompagnés étroitement, ils s'attendent à ça. Puis il y en a d'autres qui disent « Ah non, 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 je suis tellement content que tu me dises, tu vas me voir une fois, tu vas me guider, tu vas me donner des trucs, puis je vais m'organiser par moi-même à la maison. » Il y a beaucoup de gens. On serait surpris de voir à quel point les gens, des fois, font comme « Ah oui, c'est parfait, c'est ça que j'ai besoin. » En 2024, je ne sais pas qui a le temps d'aller 3 fois semaine. Par exemple, s'il travaille, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un terrain à s'occuper, une propriété, tout ça, des parents âgés à prendre soin, qui a le temps, tu sais. Fait que moi, je me dis, essayons de leur donner le plus possible d'outils et qu'ils soient autonomes, auto-efficaces, auto-responsables de leur prise en charge. Puis justement, pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais consulté en physiothérapie puis qui a, par exemple, un problème de dos, des douleurs persistantes au dos, à quoi il devrait s'attendre en venant consulter un physiothérapeute pour son problème? Tu sais, on parle de physiothérapie, mais le mot thérapie amène les gens possiblement sur une fausse route. Puis bon, c'est notre titre, on est des physiothérapeutes. Moi, je me définis toujours comme physio. Je trouve ça plus simple, je trouve ça plus juste, c'est-à-dire je suis physio pour mon cerveau. Donc, c'est vraiment aider premièrement, une excellente évaluation, donc une évaluation minutieuse qui est neuromusculo-squelettique, pour laquelle mes collègues médecins, IPS, veulent mon avis parce qu'ils disent, nous, bon, on est bon dans plein d'affaires, mais on n'est pas extrêmement bon en neuromusculo-squelettique, on veut tes lumières. Fait que moi, je pense que la population aurait avantage à consulter le physio pour son cerveau. Donc, dire, je veux que tu m'évalues, je veux que tu me dises un peu ce qui se passe parce que le patient veut savoir pourquoi ça fait mal, puis je veux savoir comment ça va évoluer puis qu'est-ce que je peux faire par moi-même. Fait que moi, je pense que c'est les attentes que la population devrait avoir par rapport au physio, pas juste en GMF, dans la vie. Ça, c'est ma façon de voir les choses. En même temps, le mot thérapie nous amène sur le chemin parfois des modalités, des techniques manuelles et de plein d'autres choses qu'on utilise en physio qui sont des outils intéressants. Mais si la personne ne comprend pas sa condition, ne comprend pas ce qui augmente ou diminue sa douleur ou ce qui influence sa douleur, selon moi, les interventions que je dirais peut-être plus passives vont être utiles pour soulager, mais temporairement. Tu sais, je pense que c'est comme ça qu'on tourne en rond des fois, qu'une récidive, qu'une persistante. Fait que moi, j'essaie de donner confiance au patient qui peut avoir des outils de gestion. J'essaie de ne pas utiliser le mot résolution de douleur. Je n'utilise pas non plus le vocabulaire « régler votre problème ». Je pense que quelqu'un qui est aux prises avec de la douleur persistante, de parler de gestion, d'autonomie, d'efficacité dans des tâches qui lui sont significatives, c'est là que l'impact est intéressant. Le patient veut fonctionner. Si tu le questionnes, peut-être sa douleur est à 2 sur 10, mais au moins il arrive à marcher son 5 km en compagnie de son conjoint, sa conjointe le soir après le souper. Pour lui, ça a du sens. On est content en équipe. Excellent. Tu sais, justement, j'en parlais un petit peu en introduction. On a réalisé une étude où on se questionnait justement sur cette question. Et on a certains patients qui ont eu une séance avec le physiothérapeute où ils recevaient justement, il y avait le diagnostic, les conseils, l'enseignement, recommandations d'exercice. Et un autre groupe qui obtenait également 5 séances supplémentaires où il y avait un suivi d'autres, justement, de nouveaux conseils qui étaient donnés, progression du programme d'exercice et au besoin des modalités passives. On peut penser à de la thérapie manuelle ou autres techniques, dans le fond, pour soulager la douleur des patients. Puis ce qu'on se rendait compte, justement, c'est qu'en moyenne, il n'y avait pas de différence significative en termes de réduction de douleur ou d'amélioration de la fonction à travers le temps. Cependant, les patients qui ont reçu davantage de séances ont rapporté davantage satisfaits envers les services rendus. Je me demandais si tu avais un commentaire à faire là-dessus, si c'est quelque chose que tu observais dans ta pratique aussi, où certains patients peuvent
demander, dans le fond, d'avoir davantage de séances de suivi, notamment par des préférences personnelles, là. J'étais très contente des résultats de ton étude parce que là, je suis actuellement en groupe de médecine de famille, mais j'ai aussi travaillé en post-opératoire, post-fracture au public. Donc, les gens ne payaient pas pour venir me voir. Mais j'ai aussi eu ma clinique privée où les gens payaient pour venir me voir. Puis j'ai toujours eu le vocabulaire de dire aux patients, j'ai confiance en vous. Si je suis un bon détective, qu'on cible bien ce qui est le problème, si je suis un bon professeur, vous allez être vraiment capable de faire un bon bout de chemin par vous-même. Puis on se reverra dans 4 semaines, 6 semaines, si requis. Je demeure le filet de sécurité. Voici mes coordonnées. Donc, je m'éloigne un peu de ta question, mais je pense que j'étais très heureuse des résultats de la recherche. Par contre, autant pour le clinicien que pour le patient, c'est comme le fun. Puis là, je vais utiliser le mot le fun, de se revoir, refaire le point, valider la compréhension de ce qui a été expliqué ou découvert lors de la première rencontre, qui était une rencontre d'évaluation et de traitement. Là, j'ose dire aussi que moi, je ne dissocie jamais les concepts d'évaluation et de traitement en physio. C'est-à-dire constamment, à chaque seconde, de chaque minute, je suis en train à la fois d'évaluer et de traiter. Puis le traiter, c'est d'éduquer le patient, l'aider à comprendre, lui donner des trucs, des outils, regarder comment il peut descendre au sol pour aller jouer avec ses petits-enfants, etc. OK? Fait que j'étais très contente, mais je pense qu'humainement, c'est le fun de se revoir. Je pense aussi peut-être qu'il y a certains patients à la première rencontre qui ont beaucoup à se raconter. Puis en santé, on manque de temps, les gens sont pressés, puis on a tendance à couper les histoires des patients. Puis des fois, on sous-estime la valeur de l'écoute active du patient qui va se raconter jusqu'à la fin de son histoire, même s'il est volubile, même s'il rajoute des détails qui, pour le physio, peut-être semblent non importants. Écoutons-le jusqu'à la fin. Puis moi, souvent, j'ai eu ce commentaire-là, « T'es la première qui m'écoute jusqu'au bout de mon histoire. » Ceci étant dit, des fois, on était 45 minutes plus tard. Puis on n'avait pas commencé à bouger puis à proposer des stratégies de gestion. Fait que dans ce contexte-là, c'est sûr que je me dis, OK, non, cette personne-là, on va l'accompagner en 2 séances. Tu me suis? Fait que c'est là que ça a une valeur. C'est là que ça a une valeur de se revoir. Puis je pense que d'être un peu moins pressé avec certains patients qui ont un lourd bagage. Il y a des gens dont j'écoute l'histoire dans le système de la santé, là, puis des fois, quand l'histoire termine, je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est pas de ma faute à moi comme physio, mais je dis, je suis triste d'entendre votre parcours. J'entends que ça a été difficile, donc de valider le vécu du patient. Ça, c'est tellement important. Donc, je le valide, puis après ça, je dis, bien, êtes-vous d'accord à ce qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui n'a pas été essayé? Puis qu'on refasse un petit tour, le voir évaluer en date d'aujourd'hui comment ça va. Les patients sont contents de ça. Fait que dépendant à la vitesse à laquelle a été l'histoire, la deuxième rencontre devient utile. L'autre chose qui prend beaucoup de temps, Simon, je vais t'avouer, c'est déconstruire les mythes, les croyances et toutes les étiquettes et les choses qui ont été dites au cours des mois, années de douleur. Ça me demande tellement de temps. Et c'est là que je ramène les données probantes. Si le patient est intéressé d'en entendre parler, voici ce que la recherche dit, voici ça. Puis jamais je ne discrédite le parcours du patient. Peu importe que je sois d'accord ou pas sur les approches qui ont été utilisées, j'essaie de dire, bon, bien, on part d'aujourd'hui, regardons en avant. Mais tu m'entends dans tout ce que je raconte depuis quelques minutes que tout ça, ça prend du temps. Fait que oui, des fois, c'est rapide, on fait une belle séance, on donne confiance, le patient est content, on se dit, il est auto-efficace, ça devrait bien aller. Puis des fois, on dit, ben non, on va se revoir dans 4 à 6 semaines. Je vous laisse comme mijoter ça, réfléchir ça. Fait que moi, je pense qu'un monde idéal, ce serait peut-être alentour de 2 à 3 séances avec les gens, espacées dans le temps. Puis pourquoi on espace dans le temps? Le patient, il part avec plein de choses que tu lui as dites. Il réfléchit, il est dans sa fonction, là, la douleur arrive, il dit « OK, j'essaie ce que Marjorie ou ce que Simon m'a suggéré, je prends des notes, j'analyse, puis là, je reviens au rendez-vous d'après avec des « Voici ce qui a bien fonctionné, voici ce qui a moins fonctionné, puis voici ce que j'aimerais travailler avec toi. » On appelle ça les objectifs, les attentes du patient et la prise de décision partagée. Fait qu'un monde idéal serait 2-3 séances. Le système actuel, on peut se poser la question dans un système public de santé qui craque de partout, pas parce qu'il ne fait pas une bonne job, mais parce que la demande est énorme. Les gens vivent plus vieux. On accueille beaucoup de personnes d'ailleurs aussi. On a une grande population au Québec qu'on veut aider, qu'on désire aider. Mais bon, on ne fait pas beaucoup plus d'enfants, fait que ils ne sont pas tous inscrits en physio. Mais dans un but d'éthique, de justice, d'équité et de se rappeler constamment à chaque jour qu'on est payé par les impôts des gens.
Moi, je travaille au public. Chaque matin, je me lève en disant, Marjorie, tu es payée par les impôts des contribuables qu'ils ont gagné chèrement, qu'ils ont payé chèrement. Fais de ton mieux aujourd'hui. Fait que faire de son mieux, des fois, c'est d'accepter qu'on va voir 50 patients une fois plutôt que 5 patients plusieurs fois. Au niveau sociétal, macro, dans mon livre à moi, dans mes valeurs, dans mon désir d'aider la population québécoise, c'est mon choix personnel. Super intéressant. Fait que, si on fait un sommaire pour quelqu'un qui n'a jamais consulté en physiothérapie, si je comprends bien, dans la première séance, le physiothérapeute va nous écouter notre histoire, nos plaintes, nos objectifs. Ensuite, va nous évaluer, faire quelques tests, nous regarder bouger, faire des tests orthopédiques si nécessaire, pour ensuite nous donner en fait des conseils, de l'enseignement sur notre condition, peut-être également un programme d'exercice. Puis au besoin, en fait, on pourra reconsulter le physiothérapeute peut-être 1 ou 2 fois pour avoir un suivi, voir comment ça a évolué. Et dans certains cas, on peut avoir également d'autres modalités pour soulager un peu plus rapidement en fait notre douleur, mais ce n'est pas nécessairement essentiel. Puis je rajoute, je fais une parenthèse parce que là, j'ai trop envie d'intervenir. Les modalités aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs des modalités qui peuvent être appliquées par le patient, la patiente lui-même à la maison. OK? Fait que ça, tu sais, si jamais on juge qu'une modalité plus qu'on appellerait de type passive serait intéressante pour le patient, pour la gestion, on peut l'inviter à trouver des stratégies à la maison pour appliquer ça par lui-même, que ce soit lui-même des techniques manuelles sur lui-même, l'aide de la famille, des techniques de taping, de l'électrothérapie, louer un TENS, des choses comme ça. Fait que ça va. En même temps, la séance en présence, en physio, elle est précieuse, puis j'interviens aussi pour te dire programme d'exercice. Je me rends compte que plus j'avance comme physio, moins je donne d'exercices. Je vais en donner 1, 2, maximum 3 qui sont significatifs et pour lesquels mon patient m'a dit pendant la séance « Hey, je l'aime celui-là. » Il faut que ça sorte. C'est pas genre « Ah, je fais l'exercice que Marjorie m'a donné parce que Marjorie me dit que c'est ce qui est le mieux pour moi, mais ça m'ennuie, ça m'embête. » C'est « Ah oui, c'est cool, puis ça se mettrait bien dans ma routine. » Je passe beaucoup plus de temps à regarder les activités fonctionnelles. Puis je donne souvent l'exemple, moi j'ai une grande patientèle musulmane, je donne souvent l'exemple de descendre au sol pour la prière. À quel point ça demande de la force, de la puissance et de l'amplitude articulaire au niveau des jambes. Et ça, c'est une activité significative qui est faite 5 fois par jour par ces patients et patientes-là. Si on travaille là-dessus pour trouver des stratégies, dans mon livre à moi, c'est mon premier exercice. Donc, ce que la littérature dit, c'est quand on donne un programme d'exercice au patient, grosso modo, 3 à 6 mois après, il ne le fera probablement plus. Par contre, quand on lui a proposé une modification de la fonction, c'est-à-dire comment entrer et sortir de l'auto, comment prendre son petit-fils dans sa chaise haute, comment descendre pour la prière, etc., comment travailler au comptoir quand on cuisine, comment on bouge les pieds, comment on bouge le tronc, il paraît que ça reste. Ça, le patient le garde, l'intègre et le produit à chaque jour dans le fond. Fait que probablement que j'appelle ça cacher les exercices dans la fonction. Moi, je me concentre beaucoup sur ça, là. Fait que tu vas me voir souvent dans les escaliers en train de soulever une chaise, déplacer des choses, descendre au sol en position prière pour un musulman avec les patients pendant une rencontre, plus que des installer sur le dos puis d'essayer de trouver comment contracte le transverse et le plancher pelvien. Tu sais, j'essaie d'y aller de façon très globale et pragmatique. Encore là, tâche significative pour le patient. Oui, certainement. Puis, y a-t-il justement des situations où, comme physiothérapeute, tu vas référer à d'autres professionnels de la santé pour quelqu'un qui a une douleur musculo-squelettique, par exemple? Si on reste dans le sujet des douleurs persistantes, ça me fait penser, pas plus tard que cette semaine, je regardais le tableau d'une patiente que j'ai rencontrée 2 fois. J'ai fait un suivi téléphonique. Ça, c'est autre chose aussi. Il ne faut pas sous-estimer la valeur d'un suivi téléphonique. Fait que, tu sais, des fois, une rencontre en présence ou 2, puis un suivi téléphonique peut-être 2 mois après pour voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui retient, comment ça va. C'est intéressant, puis ça sécurise les patients. Fait que ça, c'est intéressant. Puis bref, cette patiente-là, je regardais le tableau général, puis je me disais, « Ah, mon Dieu, là, on n'est probablement plus avec une dominante musculo-squelettique. On est beaucoup avec une dominante de détresse psychologique que ce n'est pas à moi d'évaluer. » Mais la patiente le nommait clairement, le nommait bien. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que, tu sais, je rêve au Québec, Simon, qu'on ait des cliniques de la douleur, puis je trouve ça un drôle de nom, là. On devrait appeler ça des cliniques de gestion de douleur ou des cliniques de soulagement. Là, je trouve que clinique de la douleur, c'est un drôle de mot. Puis, on rêve que ces cliniques-là soient physio, ergo, psychologues, travailleuses sociales, nutritionnistes, kinésiologues, tu sais, médecins, anesthésistes, infirmières. Ça, là, c'est le modèle idéal parce qu'il y a des patients devenus extrêmement vulnérables et incapacités à tous les niveaux,
physiques, psychologiques, sociales, quand ils sont aux prises avec des douleurs persistantes, qui ne sont pas bien gérées. Fait que oui, référer, la question c'est on réfère où, à quel type d'équipe, quels sont les services disponibles au public sans frais pour ces patients-là qui, malheureusement, souvent sont extrêmement précaires au niveau de la situation psychosociale et financière. Fait que oui, je réfère. Il y a aussi des approches complémentaires. Il y a des gens qui me nomment qui aimeraient mieux des techniques manuelles, des choses comme ça. Fait que, il y a d'autres types d'approches qui existent. Moi, je ne fais pas l'autruche, puis je dis pas, il y a juste la physio qui est bon dans la vie pour vous. Pas du tout. Moi, j'écoute le patient avec empathie, puis tu travailles en recherche. Si le patient a confiance en une approche ou a confiance en un individu, un clinicien qui veut l'aider, en général, les résultats, l'outcome va être meilleur. Fait que, je jase ça ouvertement avec les patients, là. Puis oui, je réfère ailleurs aussi. L'enjeu, c'est les ressources qui sont sans frais. Certainement. Oui, très intéressant. Fait que, autant un physiothérapeute peut en faire beaucoup pour un individu qui a de la douleur persistante ou autre type de douleur. Également, on sait que la douleur peut être un phénomène qui peut être assez complexe et parfois nécessiter en fait l'intervention, les connaissances de différents professionnels de la santé. Je me permets une parenthèse. La seule chose que je souhaite, puis pourquoi je suis en amont des soins en GMF, c'est que je pense que la physio, la beauté de ça, c'est qu'on a beaucoup des approches actives et de l'éducation à offrir aux patients. Puis si je regarde l'ensemble de mes collègues en première ligne, ils sont contents que je fasse toute l'évaluation minutieuse neuromusculo-squelettique et l'éducation. Eux, ils sont très habiletés à éliminer ce qu'on appelle les drapeaux rouges, mais quand c'est le temps d'être très, très pointu, spécifique, individualisé pour un problème de douleur au bassin, par exemple, bien, ils sont contents que moi, je contribue. Puis je pense que ce que je peux apporter, c'est des approches actives, de la réassurance. Et à ce moment-là, on met en deuxième, troisième ou jamais intention la médication, les imageries, les injections, qui peuvent être bénéfiques pour certains patients, mais qui ne sont absolument pas obligatoires pour tous. Par contre, souvent, quand le patient, la patiente consulte, ils espèrent un peu partir avec un petit papier, un papier d'une médication pour les aider, peut-être une injection parce qu'ils ont entendu le voisin que ça avait aidé, peut-être une imagerie parce qu'ils sont très inquiets. Fait que moi, quand j'arrive en amont, on est capable de faire un choix un petit peu plus judicieux, de dire, OK, oui, on a besoin de tout ça, ou au contraire, non, j'ai confiance, vous allez vous améliorer, on part ça comme ça. Tu serais surpris comment le patient est content de ne pas aller vers des choses qui sont à risque d'effets secondaires. Certainement, oui. Très bien dit. Puis brièvement, pour conclure, Marjorie, est-ce que selon toi, il y a des aspects, des choses que la science n'a pas encore répondu, des questions que comme clinicienne, que tu voudrais vraiment avoir une réponse pour améliorer les soins donnés à nos patients? Simon, quand j'ai lu cette question-là dans le plan du balado, mes yeux se sont grands ouverts, puis j'ai consulté 3 collègues physio qui travaillent aussi en première ligne, qui ont été beaucoup interpellés par cette question-là. La morale de l'histoire, c'est qu'on n'a pas assez d'une conclusion de balado pour le dire, mais peut-être que ce qui est le plus cher à mon cœur et ce sur quoi je travaille énormément, c'est le vocabulaire commun. Être honnête avec les patients. Quand on parle, ne pas prétendre qu'on répare des choses, s'en remettre aux données probantes dans ce qu'on enseigne aux patients, dans leurs mots. Communiquer avec l'ensemble de l'équipe pour que tout le monde ait un vocabulaire commun, parce que je pense que ce qui est le plus, selon moi, ce que je vois qui a été très néfaste pour les patients, des fois, c'est la façon dont les mots ont soit été dits ou soit été compris, parce que le clinicien n'a peut-être pas validé la compréhension. Tu sais, un médecin spécialiste qui dit « j'ai rien à faire pour vous » versus « bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'intervention chirurgicale », ce qui, pour la tête et le cœur d'un patient, est complètement différent. Donc, moi, j'aimerais beaucoup que la recherche nous accompagne pour documenter les impacts du vocabulaire en santé auprès de nos patients et patientes, de voir est-ce que ça influence l'évolution, les résultats, la confiance du patient et aussi peut-être la consommation et l'utilisation des soins et des services ou interventions. C'est des très belles paroles, Marjorie, puis je suis justement d'accord avec toi là-dessus. C'est un sujet que la recherche doit se pencher et j'espère qu'elle s'y penchera dans les prochaines années. Pour conclure, en fait, si vous n'avez jamais consulté en physiothérapie et que vous êtes en prise avec un problème de douleur, on vous invite à le faire. En dedans de 1, 2, peut-être 3 séances, vous pourriez recevoir vraiment des conseils, de l'enseignement, des recommandations d'exercices ou d'activités à faire qui pourraient en fait vous aider à améliorer votre condition.
As-tu un dernier mot à nous dire là-dessus, Marjorie? Bien, je répète qu'il faut consulter le physio pour son cerveau. Donc, le physio vous accompagne pour bien vous évaluer, vous aider à comprendre puis devenir autonome dans votre gestion de problématiques de douleur afin de ne pas avoir besoin justement de notre grand système de santé publique puis pouvoir mener une vie qui a du sens pour vous et d'être fonctionnel dans le quotidien. Marjorie, ce fut une discussion très enrichissante. Merci beaucoup d'avoir participé à notre épisode balado. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de Parlons douleur. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!